premièrement que là, j'ai su dernièrement que Dr Jacques Vigne et suite à euh, ces nombreux interviews qu'on a fait avec lui et qu'on a publié dans la revue Al-Amen et d'autres revues, bah, il est devenu maintenant un auteur assez connu au Liban et que les librairies commandent régulièrement ses livres en français. Et ça, vraiment, c'est encourageant que ce soit pour lui qui a travaillé, ça fait maintenant une vingtaine d'années au Liban, dans cette mission de propager la connaissance et le yoga, ou bien pour moi qui n'a pas arrêté de traduire les propos du docteur Jacquevini et aussi même des textes de lui. Et dans l'espoir que ça continue cette connaissance, finalement, on a réussi à allumer une bougie et voilà qu'elle est en train de continuer à s'allumer et aussi à éclairer. Une autre chose, là, j'ai pas, parce que je profite, autrefois, j'ai parlé de ce livre, mais Béatrice n'était pas là. Et ainsi parlait le Bouddha. Est maintenant paru en Égypte en une édition de luxe. Et Jacques, du moment que cette amie est là, je t'enverrai au moins une copie avec elle de ce livre et Eh bien, j'enverrai oui, aussi eh oui. une copie à Béatrice, Béatrice qui a déjà soutenu le projet de ce livre et je suis vraiment très heureux d'annoncer que même en Égypte, maintenant, après disons, cette longue coupure où il y a les livres de la connaissance et du dharma commencent à être publiés et à circuler. Ce livre, comme vous le savez, il est trilingue, arabe, français et anglais. Et voilà, vous aurez euh, prochainement, Béatrice et Jacques, chacun une copie de ce livre. Merci Louis, merci. Il Oui. s'appelle L'autre, comment? Il s'appelle comment? c'est Beau, hein? oui, c'est la méditation, la mystique et l'art de vivre dans l'enseignement de Bouddha. Tu le connais, mais il est paru maintenant en Égypte avec une édition de luxe, une couverture hardcover. Et voilà, il est beau et en même temps, Mhm. il contient bien sûr deux aussi interviews avec Dr. Jacqueline. Il contient une interview avec Tenzin Palmo et attendez, je pourrais même vous montrer les photos de ces, de ces deux maîtres, disons. Voilà, par exemple, là, c'est Ah Jacques oui. Ville, il y a d'autres. Et c'est beau parce qu'on arrive déjà à percer. Hein, et en Égypte, ce n'était pas évident Allah pardonne. de trouver et de pénétrer. Et aussi, mais que Dr. Jacqueline soit un auteur connu maintenant, élu au Liban. Et comme je t'ai dit, Jacques, tu peux entrer à Antoine Online, c'est la FNAC du Liban, si tu veux. C'est la librairie Oui, la plus, une chaîne de librairies. Et tu trouves tes livres qui sont online, c'est-à-dire ils peuvent soit être commandés par les gens là à travers ce site et ils ont une livraison gratuite pour encourager les gens à lire, ou bien sûr, les gens peuvent aller aux librairies et aussi trouver ce livre et l'acheter. Et ça, c'est en soi, c'est important, je crois. Dans l'espoir de oui, oui. continuer, quand j'aurai d'autres livres de toi, là, comme j'ai dit, j'ai écrit aussi un article sur ton livre Guérir l'angoisse qui va paraître prochainement dans la revue Al-Amen et probablement j'écrirai d'autres si je reçois un service de presse, c'est-à-dire si je reçois d'autres livres. Oui, j'en ai parlé donc à Marc de Smet et il est d'accord, hein. Et donc je vais lui donner ton adresse et puis voilà le. Mhm. Visite ce site, tu seras content de voir tes livres comme ça sur le site. Je lui ai montré, oui, on était ensemble et je lui ai montré le site Ah, tu l'as vu? Antoine Online, il a vu, hein, il a vu, oui.
Il y a donc Ah, c'est bon. marcher, méditer. Moi-même, ça m'a fait plaisir. Donc, quoi dire de toi? Je me suis dit, au moins, bah, tout cet effort que j'ai fait, voilà, il commence à donner ses résultats. Oui, oui, oui. Voilà. Et Et Boris, C'est bien. Boris Cyrulnik, Jacques, il a dit oui. C'est Tu ça, as oui, je lu? sais, oui, 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 oui. Je vais Voilà. lui Et écrire pour alors, je vérifier les me suis détails. permis de renvoyer un petit mail pour signaler que le numéro de téléphone qu'ils avaient donné de toi était erroné. Alors, j'ai remis un petit mot au général à tout le monde, à Marc de Smet, pour lui signaler ton numéro, le bon, avec 33,95 et pas 34,95. Ah, d'accord, oui, là, oui, Voilà, oui, oui, juste oui, oui, maintenant, oui, hein, oui, avant le oui, oui, Zoom. oui, oui, t'as eu raison, oui, 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 oui. Voilà. Et puis Marcel Boyat te remercie parce qu'il a passé 8 jours à Munich, en Allemagne, et il a fait que dormir et lire ton livre. Il m'a dit ça a été tellement merveilleux de lire le livre de Jacques Vigne. Tout le temps, je ne l'ai pas quitté, moi qui suis un grand anxieux. J'ai trouvé beaucoup de belles réponses et je le remercie. Très bien, très bien. Oui, oui, c'est bien. Ah, il était très heureux, très heureux. ça Oui, suffit, oui, ça suffit. très bien. Tu aurais dû laisser ça à la fin. Bref, euh, donc notre sujet aujourd'hui, c'est les causes psychologiques et comme on a dit, comment transformer un repas en une pratique méditative. C'est ça la formule, disons, euh, courante et essentielle dans le bouddhisme. Et cette conférence s'inspire dans ces grandes lignes d'un livre précieux de Karen Cohen, dont le titre, il est en arabe, le livre. Le titre, il est traduit en arabe. Les causes psychologiques de la prise de poids. D'abord, le modèle naturel contredit les modèles compulsifs, émotionnels et restrictifs. Comment ça? Dans ce livre volumineux, l'auteur part de deux faits scientifiques. Un, 98% des personnes au régime reprennent du poids dans le futur et reviennent à leur poids d'avant le régime. Deux, l'idée de suivre un régime alimentaire strict n'est pas seulement ridicule, mais elle est également émotionnellement dangereuse et destructrice pour la santé. Quelle est l'alternative donc? Là, l'auteur s'appuie sur son expérience personnelle ainsi que sur son expertise en tant que psychothérapeute et nutritionniste. Elle prône ce qu'elle appelle le modèle d'alimentation naturelle par opposition à un. Il y a trois modèles auxquels elle s'oppose. Le modèle compulsif, ceux qui mangent avec voracité et sans attention. Deux, le modèle émotionnel, ceux qui ont recours à la nourriture dès qu'ils se sentent contrariés ou mal à l'aise. Et ça, la plupart des gens, enfin, ça, c'est le modèle émotionnel. Par exemple, quand on était étudiant, ben, notre expérience, c'est que durant les retraites, c'est-à-dire les périodes intensives d'études, ben, on fait que aller et retour vers le frigo ou bien la cuisine. On mange par compensation, on mange pour un petit peu soulager, disons, et le stress qu'on sent et les tensions qu'on sent quand on charge notre psychisme et notre corps aussi par une fatigue assez importante durant des études ou bien n'importe quel autre stress. Et, et ça, il est à double tranchant parce que on imagine qu'on est en train de réduire et cette charge, mais en fait, on va voir que ça va stocker beaucoup d'aliments et puis qui vont se transformer en de poison. Le modèle restrictif, le troisième modèle, les personnes qui suivent un régime strict. En réponse
aux personnes du premier type, c'est-à-dire le type compulsif. Elle dit, je dois penser à la nourriture que je mange et écouter mon corps en mangeant, car la nourriture ne peut être nocive que si je la mange inconsciemment et que je mange au-delà de la limite de la satiété et de la suffisance. Bah, c'est tout le monde fait ça la plupart des fois. On croit qu'on est en train de gagner du temps si on mange en conduisant notre voiture, ou bien si on mange en marchant, ou bien si on mange en regardant la télé. On croit, on est dans l'illusion de gagner du temps, mais en fait, on est en train de détruire notre santé psychique et physique. Parce que avec quand on est inconscient, quand on n'est pas totalement présent à ce qu'on fait, surtout au niveau de la nourriture, ben, il y aura une digestion incomplète et par la suite beaucoup de problèmes. En réponse aux adeptes du style restrictif, elle déclare s'abstenir de manger ou manger une nourriture insuffisante est une façon malsaine d'obtenir un corps mince. Et la plupart des fois, bah, c'est assez limité. On réduit notre poids, mais pour un temps assez limité, et puis on reprend comme on a dit avant. Parce qu'on ne peut pas facilement tolérer cette sensation de faim continue. Les sentiments désagréables ne disparaissent pas en mangeant. On se croit qu'elles disparaissent. Quant à ceux qui adoptent le modèle émotionnel, et on a dit que c'est le modèle le plus répandu, l'auteur simplifie sa réponse en affirmant manger est un moyen inefficace de traiter la douleur émotionnelle ou l'inconfort psychologique. Et le vide émotionnel ou sentimental ne peut pas être comblé par la nourriture. Le vide émotionnel ne peut pas être comblé par la nourriture, contrairement à ce que l'on croit. Elle ajoute, expliquant et mettant en garde ceux qui suivent le modèle émotionnel, elle dit, rappelez-vous que les sentiments perturbateurs ne disparaissent pas en mangeant ou en participant à des activités, mais qu'ils se cachent simplement. Lorsque ces sentiments perturbateurs réapparaissent, vous vous sentirez déçu, triste et effrayé. On se croit qu'on a pu dépasser ces sentiments, mais ils sont toujours là. Mais vous devez vous rappeler ce que vous savez bien. Il est normal que les sentiments cachés derrière l'activité réapparaissent en vous. C'est une simple illusion parce qu'elle est avant tout psychothérapeute et qu'elle suit l'école de thérapie cognitivo-comportementale, TCC, on appelle ça. L'auteur s'attarde abondamment sur les émotions et les sentiments négatifs, expliquant, conseillant et décrivant des méthodes efficaces, réussies et éprouvées pour y faire face. La première chose que vous remarquez, elle dit, première raison pour laquelle vous avez du mal à accepter les sentiments inconfortables est que vous êtes programmés. On est tous programmés pour être attirés par le plaisir et pour vous éloigner de la douleur. Tout le monde cherche le plaisir et tout le monde fuit la douleur. Et le docteur Jacqueline a plusieurs fois cité un auteur bouddhiste qui dit fuir la douleur, c'est fuir vers la douleur. Et ce qu'on peut donc enseigner et conseiller là, c'est être conscient de nos désirs et en même temps nous détacher de ces désirs. Cette programmation est une évidence. Programmation,
où on va toujours vers le plaisir et on fuit la douleur. C'est une évidence, mais nous la remarquons rarement. Nous fuyons souvent, voire toujours, la souffrance et la douleur. Mais nous courons plutôt vers la douleur, comme le dit Leo, car fuir ne sert à rien dans ce cas. Et la prudence est inutile pour repousser le destin. La prudence est inutile pour repousser le destin, dit le vieux proverbe arabe. À cet égard, l'auteur Coing note, lorsque nous cessons d'essayer d'échapper à notre douleur émotionnelle, nous serons capables de la contrôler au lieu de la laisser nous contrôler. Donc, quand on essaye d'échapper à notre douleur, et ce que tout le monde fait, donc renverser en quelque sorte le sens de ce qu'on fait, au lieu de fuir, faire face. Ici, l'auteur cite le psychanalyste et psychiatre britannique Ronald David Lang. Il dit, l'espace de la douleur est grand dans la vie d'un être humain et peut-être la seule douleur qui peut être évitée est la douleur de la vaine tentative d'éviter la douleur. Là, on est en train de parler de leur douleur devant un maître, donc, sujet qui est Dr. Ragrini et qui vient de sortir un livre dans ce sujet. L'école cognitivo-comportementale étant très proche de la psychologie bouddhiste et s'en inspirant dans nombre de ses traitements, l'auteur la cite à plusieurs reprises. Dans ce contexte précis, elle la cite, qui dit, le bouddhisme, elle dit, affirme qu'une façon de réduire la souffrance est de prendre conscience de nos désirs et de s'en détacher. Nous pouvons décider de ce que nous désirons et par conséquent de l'intensité de nos souffrances. Plus il y a de désirs et plus on souffre. Donc, il s'agit de doser un peu et équilibrer entre désir et souffrance. L'importance de l'équanimité et de la tolérance aux émotions négatives. Ici, l'auteur établit un lien entre les sentiments et les émotions, en particulier les émotions négatives, et la manière la plus efficace de les gérer, ainsi que l'impact de tout cela sur la relation d'une personne avec la nourriture et sa santé en particulier. Elle dit, l'équilibre émotionnel et la gestion judicieuse des sentiments signifie être aussi tolérant envers les bons et les mauvais sentiments et les accepter également de la même manière. C'est ce que le bouddhisme appelle spécifiquement l'équanimité et l'équilibre. L'auteur poursuit, la douleur et le plaisir font partie intégrante de la vie et nous devons les accepter tous les deux pour vivre une vie saine et pour que notre relation avec la nourriture ne soit pas perturbée. Parfois, la seule façon d'échapper à la douleur est de l'accepter et de se réconcilier avec. Chose que d'ailleurs Tenzil Palmo nous a répété plusieurs fois. Si vous pouvez déjà traiter votre maladie, bien sûr, allez-y, que ce soit la chirurgie ou autre. Mais quand la douleur est obligatoire, quand on ne peut pas échapper à la douleur, il faut l'accepter parce que rien que la refuser, c'est l'aggraver, c'est la rendre encore plus forte. Accepter une chose, ne pas résister, parce que résister à une chose, c'est la nourrir, donc ne pas résister à la souffrance, au moins nous permet de supporter cette souffrance telle qu'elle est, au lieu de supporter le double ou le triple
de ce poids, de cette souffrance. Parce qu'en la refusant, on est en train de la multiplier par 2 et 3. En fait, notre rejet de la douleur l'augmente souvent, car la résistance à quelque chose la nourrit. Cela ne signifie pas du tout que nous devrions nous abstenir de rechercher un traitement et une guérison, mais comme l'a justement enseigné la sage Tenzin Palmo, lorsque la douleur est inévitable, il faut l'accepter. Et la réconciliation avec elle est un enseignement fondamental dans le bouddhisme et même dans la psychologie spirituelle. Et l'auteur Cohen poursuit, les sentiments ne sont pas des faits. Je peux donc les changer en changeant mes croyances. Apprendre à gérer mes émotions demande du temps, des compétences, de la pratique, de la patience et de la compassion envers moi-même. Ça, même cette compassion envers soi-même, elle devient une thérapie en elle-même actuellement dans la psychologie moderne et dans les courants de psychologie actuelle. La résilience émotionnelle, c'est-à-dire vivre les émotions et laissez-les s'évanouir. Les sages bouddhistes ont toujours répété, soyez compatissants envers tous les gens sans vous oublier vous-même, c'est-à-dire soyez compatissants d'abord par vous-même. Et même, il y a un principe dans le christianisme qui dit la charité, l'amour commence par soi-même et puis elle se diffuse et rayonne dans l'alentour. On ne peut pas aimer les autres si on n'aime pas nous-mêmes, on ne s'aime pas nous. Dans son rapport aux sentiments et aux émotions, l'auteur s'appuie sur la psychologie bouddhiste qui recommande qu'il s'agisse de pensées et que, quelle que soit leur violence, elles doivent finir par s'apaiser. C'est exactement comme des vagues qui viennent frapper la plage. C'est la loi du changement perpétuel, anicca, dont parle le bouddhisme et qu'il décrit en détail. Cohen, l'auteur dit, la meilleure chose à faire face à un sentiment particulier est souvent de ne rien faire du tout. L'objectif est d'apprendre à vivre ces émotions, c'est-à-dire à les reconnaître, puis à les laisser s'évanouir. Certainement, ils vont s'évanouir. Ce sont des vagues. Les émotions surgissent puis disparaissent. Elles s'élèvent puis s'évanouissent. La seule chose que l'on puisse faire est de s'ouvrir à leur mouvement, qui est le flux de ces émotions. Cette flexibilité face aux émotions peut s'avérer très difficile si l'on appartient à une culture de la réaction, culture de la révolution, c'est-à-dire de la recherche immédiate d'une solution au problème. Le Bouddha dit, répondez, mais ne réagissez pas. C'est un principe de base. Nous, on a toujours tendance à réagir. S'il y a un défi, ben, on réagit. Le Bouddha dit, répondez sans réagir, sans être coléreux. Donc, et c'est une petite différence qui fait toute la différence. Parce que répondre sans réagir, c'est-à-dire avec un minimum d'énergie, alors que la réaction, elle est trop fatigante, elle est épuisante. Ce que l'auteur appelle l'ouverture au flux des émotions est résumé par la règle du sage bouddhiste, d'ailleurs que Jikong, que Dr. Jacques Vigne a une centaine de fois répété. Faire face et détendre et trouver un nouveau point d'équilibre. On voit le même principe, cette psychologue moderne qui parle, même si elle a disons, un discours un peu différent, mais qui parle la même chose. Cohen rappelle que les sentiments et les émotions doivent être observés, mais pas jugés ni commandés. N'oublions jamais ce que déjà dit le Christ, ne jugez pas pour ne pas être jugé. C'est une règle d'or dans la vie spirituelle. Alors que ce qu'on fait, c'est exactement
le contraire. On est tout le temps en train de juger, de porter des jugements sur nous-mêmes et sur les autres. Elle dit, abstenez-vous de porter un jugement sur vos sentiments. Quand un sentiment, d'ailleurs, je me rappelle déjà là d'une méditation qu'a fait une fois Dr. Jacqueville, laissez les émotions monter. Donc, laissez-les s'exprimer et en montant, finalement, ces émotions vont quitter. Mais s'ils sont toujours refoulés, ils auront un poids de plus en plus lourd. Abstenez-vous de porter un jugement sur vos sentiments et remplacez ce jugement par l'empathie et la curiosité. Voilà, je termine cette présentation. On a un peu tardé vu que la présentation arabe a été coupée et on a été obligé de la reprendre. Maintenant, je donne la parole à Dr. Jacqueville. Vous êtes là, Jacques?